d'où cet enregistrement vous parvient. Mon cher ami et collègue, membre fondateur de cette chaîne, se trouve à Santiago, au Chili, et il s'adresse à vous depuis là-bas. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons des informations très importantes à vous communiquer, en réaction à la politique de pression maximale que Scott Bessent affirme vouloir appliquer contre l'Iran et à ce que l'Iran compte faire en réponse. Si vous appréciez ce que nous faisons, merci de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Rendez-vous sur notre chaîne Substack, devenez membre payant, afin que nous puissions vous envoyer tout cela directement dans votre boîte mail. Sur cette introduction, Vijay, la parole est à vous. Dites-nous ce que vous avez à dire pour informer notre audience de ce qui va se passer avec la campagne de pression maximale. Commençons par la question nucléaire. Il y a seulement quelques jours, l'ancienne députée américaine Marjorie Taylor Greene a publié un message sur les réseaux sociaux. Elle y affirmait avoir participé à des réunions avant de quitter le Congrès américain. Des réunions au cours desquelles des responsables du gouvernement américain auraient ouvertement envisagé d'utiliser un engin nucléaire contre les Iraniens. Car il est désormais très clair que la campagne militaire américaine contre l'Iran est en substance dans l'impasse. Marjorie Taylor Greene, qui a démissionné du Congrès, a donc déclaré avoir assisté à ces réunions. Elle a dit que c'était le mal à l'état pur, ce sont ses mots, que les États-Unis envisagent réellement d'utiliser une arme nucléaire contre l'Iran. Il faut aussi être très clair sur le fait que les États-Unis ont déjà utilisé des armes nucléaires contre le Japon à 2 reprises, à Hiroshima et Nagasaki. Donc vous savez, le fait qu'ils disent cela, même en privé, ne doit pas être pris à la légère. Il est très clair que les pays qui disposent d'un parapluie nucléaire, prenons les 2 exemples de la Corée du Nord et de la Libye. La Libye développait une arme nucléaire dans le cadre d'un programme coordonné avec des pays comme le Pakistan et d'autres. Puis Muammar Kadhafi a décidé d'abandonner ce parapluie nucléaire. Donc, après y avoir renoncé au début des années 2000, le moment venu, l'OTAN, dirigée par les États-Unis et la France, a lancé une attaque contre la Libye, a détruit le pays et tué Muammar Kadhafi. Pendant ce temps, à peu près à la même époque, la République populaire démocratique de Corée, ou Corée du Nord, a testé une arme nucléaire, puis a déclaré ouvertement qu'elle était un État doté de l'arme nucléaire. Eh bien, depuis lors, elle n'a pas été attaquée et n'a pas subi le type de campagne de pression qu'elle aurait très bien pu subir. Vous savez, ces dernières semaines, Donald Trump s'est en fait retiré d'un exercice militaire avec les Sud-Coréens en disant qu'il voulait de nouveau ouvrir une négociation avec le Nord. Il traite le Nord comme un partenaire égal. Vient maintenant la question de l'Iran. Nous savons que l'Iran n'a pas de programme d'armes nucléaires. Les États-Unis l'ont accusé d'en avoir un. Il ne l'a pas. L'Agence internationale de l'énergie atomique a vérifié à plusieurs reprises qu'elle ne voyait aucune preuve d'un programme d'armes nucléaires. Le stock d'uranium qui s'y trouve est enrichi à 60%. Vous savez, cela ne suffit pas en soi pour fabriquer une arme nucléaire. Ils ont très clairement dit, écoutez, ils s'intéressent à l'énergie nucléaire, pas à une arme nucléaire, et aussi à la médecine nucléaire. C'est en réalité une composante très importante de la médecine moderne. On enrichit aussi de l'uranium pour la médecine nucléaire. Donc, ils ont été très clairs. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Exposez le point de vue de Marjorie Taylor Greene, qu'elle ait raison ou non. Disons que pour les besoins de notre discussion, elle a raison. Les États-Unis menacent d'utiliser une arme nucléaire contre l'Iran. Les États-Unis menacent d'aller encore plus loin contre l'Iran. Alors quel bouclier l'Iran possède-t-il? L'Iran n'a pas de bouclier nucléaire, pas de bouclier fondé sur des armes nucléaires. Donc, en Iran, à Téhéran, parmi les gens qui sont au courant,
Il y a très clairement des discussions pour faire passer le niveau d'enrichissement de 60 à 90%. C'est très clairement en discussion. Pourquoi ne le feriez-vous pas comme bouclier? Vous ne voudrez peut-être jamais utiliser une arme nucléaire, mais vous voulez l'avoir comme bouclier. Pourquoi ne pas enrichir à 90%? Vous le feriez pour vous protéger. C'est un bouclier. Ce n'est pas une arme en soi. Et puis, pourquoi l'Iran ne quitterait-il pas l'Agence internationale de l'énergie atomique et ne se débarrasserait-il pas du traité de non-prolifération? Après tout, Israël, proche allié des États-Unis, n'est pas membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ne participe pas au traité de non-prolifération et possède une arme nucléaire illégale. Alors pourquoi l'Iran ne franchirait-il pas la ligne rouge des 90% si cela pouvait protéger le peuple iranien? Il y a 440 kg d'enrichissement de qualité militaire possible. Vous savez, ils pourraient passer de 60% à 90%. Ce n'est pas qu'ils aient un obstacle, disons un obstacle scientifique. Ils savent comment faire. Ils n'ont pas d'obstacle technologique. Ils peuvent le faire. C'est une question politique. Veulent-ils le faire? Ils sont déjà en pleine guerre avec les États-Unis. Veulent-ils provoquer une nouvelle action? Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Logiquement, je pense que l'Iran a très bien calculé son coût. Nous sommes maintenant à la fin octobre. Faisons un petit compte. Septembre, octobre. Et que se passe-t-il début novembre? Les États-Unis ont des élections de mi-mandat. Il est plus que probable, surtout compte tenu du fait que les États-Unis ont décidé d'engager une guerre tarifaire avec le Canada, que la situation économique ne va pas s'améliorer. Le parti politique de M. Trump, le Parti républicain, va donc être pénalisé lors des élections de mi-mandat. Est-ce que cela affaiblira M. Trump? On peut faire ce calcul dans les deux sens. D'un côté, cela pourrait l'affaiblir. Cela pourrait aussi l'encourager. Après tout, c'est le président. Il peut dire « Je me fiche de ce que dit le Congrès. Nous allons larguer une arme nucléaire, ou quoi que ce soit d'autre. » L'Iran se prépare à tenir sur la durée. Il se prépare à une longue bataille. J'ai récemment traité la question des forces de résistance irakiennes. Elles ont jusqu'au 30 septembre pour remettre effectivement leurs armes et, vous savez, s'intégrer à l'armée irakienne. Les différentes forces de résistance en Irak, les milices, disent « Écoutez, nous ne le ferons pas tant que les États-Unis n'auront pas quitté l'Irak. » Elles ont campé sur leur position. Elles ont dit que l'échéance du 30 septembre est une échéance pour le retrait des États-Unis d'Irak. La question de la remise des armes viendra après. Elles ne veulent pas remettre leurs armes. Tant qu'elles les garderont, les positions américaines en Irak seront menacées. Souvenez-vous, je l'ai dit plus tôt, le coup de sifflet n'a pas encore été donné pour la résistance irakienne. Ils n'ont pas du tout commencé à attaquer les positions américaines. Ils se retiennent. L'Iran dispose donc de plusieurs moyens d'escalade. Les forces de la résistance irakienne peuvent attaquer les bases américaines en Irak. Elles peuvent passer d'un enrichissement à 60% à un enrichissement à 90%. Elles peuvent endurer cette guerre. Et nous en parlerons dans un instant, en raison des possibilités économiques offertes par le Pakistan.